Aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques en termes de développement sécurisé pour non pas éliminer le risque, parce que ça, c'est pas possible, mais pour le réduire ou le maîtriser. Alors avant de commencer, je vais me présenter, donc Manuel Dorn. Ceux qui traînent un peu sur Internet me connaissent sous le pseudo de Corben, parce que j'ai un blog qui s'appelle corben.info sur lequel je parle de tout un tas de choses diverses et variées. Et je suis aussi le cofondateur de la société YesWeHack qui fait du bug bounty. Ça, j'en parlerai un petit peu après. On va commencer avec différents exemples de piratage qui ont eu lieu, de vols de données qui ont eu lieu. Alors, c'est des exemples qui sont parfois un peu anciens, mais ils sont intéressants. Par exemple, là, Orange, en 2015, a été victime d'une injection SQL, donc voilà, une technique qui a permis de récupérer à l'attaquant plus de 9500 adresses email, identité, adresse, enfin adresse postale, etc., numéro de téléphone, nom de société de personnes faisant partie d'Orange Business, c'est-à-dire qu'il y avait des postes à responsabilité, c'est-à-dire des responsables de compte, des responsables commerciaux, des RSSI, etc. Donc ça, c'est voilà, un exemple de fuite qui peut arriver. Autre exemple, la chaîne de magasins Tesco, qui est une chaîne de magasins en Angleterre, qui s'est fait dérober 20 000 comptes en banque parce qu'ils ont lancé leur nouvelle banque un peu comme, je sais pas, enfin voilà, comme c'est pas leur cœur de métier, voilà, ils ont créé un système, un truc bancaire et ça a provoqué, ce qu'on voit là, ça a provoqué une chute en bourse. Donc c'est-à-dire que le piratage de Tesco, c'est-à-dire les 20 000 comptes en banque qui ont été siphonnés, a provoqué voilà, cette grosse chute en bourse et ça a plombé complètement leur activité bancaire. Ces petits exemples. Et Yahoo sont les meilleurs. Ils se sont fait dérober entre 2014 et 2015 environ 500 millions de comptes, même plus je crois. Et le problème, c'est qu'ils ont prévenu personne. Ils ont fait ça dans leur... Enfin, ils étaient au courant, mais ils n'ont rien dit du tout. Et ça leur a pété à la figure en 2016. Alors, ils ont essayé de faire passer ça pour une attaque organisée par un gouvernement. Mais en fait, il y avait des failles partout et n'importe quel attaquant, même sans gros moyens, aurait pu les exploiter. Donc voilà, c'est des exemples qui montrent qu'en fait les failles de sécurité, c'est-à-dire des injections SQL, des erreurs de développement, des erreurs de programmation, des erreurs de développement, ça a des impacts à la fois sur la réputation de la société, sur des problèmes en justice, par exemple pour Yahoo, ou alors des impacts sur les cours de la bourse, par exemple. Alors concrètement, le fait de ne pas mettre d'énergie ou d'investir dans du développement sécurisé, il y a pas mal de risques à tout ça. Le premier, c'est de perdre la confiance des clients. Comme on peut le voir, voilà, Yahoo, je ne sais pas si vous avez encore une boîte mail Yahoo, mais je ne pense pas que si demain vous deviez vous créer une boîte mail, vous ferez confiance à Yahoo. Donc voilà, données personnelles dans la nature, bad buzz, enfin voilà, au niveau communication, c'est un peu la loose. Même chose sur l'exemple de Tesco, au niveau de la réputation de la boîte, ça a un impact sur la bourse, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, ça peut avoir un impact réel sur les marchés financiers. Ça peut aussi favoriser la concurrence. C'est-à-dire si vous avez une faille de sécurité qui peut exposer par exemple vos secrets industriels ou servir à des concurrents pour vous ridiculiser ou en tant que société ou pour vous mettre dans une position un peu compliquée, ça peut permettre à des concurrents de récupérer soit de la donnée, soit des clients directement. Donc il y a aussi un intérêt pour la concurrence. Elle n'est pas forcément locale, hein, ça peut être de la concurrence internationale, à essayer de gratter un petit peu sur tout ce qui est faille de sécurité. Et évidemment, faire perdre de l'argent à la société pour tout un tas de raisons. D'abord parce que ça a un coût. Une faille de sécurité, c'est un coût. Après, il faut rétro-pédaler, il faut corriger, il faut faire de la communication, il faut répondre au CNIL, il y a tout un tas de choses. Donc ça a vraiment beaucoup d'impact. Voilà. Et puis si vous êtes développeur et que vous avez bâclé le boulot,
ça peut avoir aussi un impact sur votre travail. Voilà. Donc ça, faut pas l'oublier non plus parce que c'est important. Alors en termes de sécurité, il y a quelques principes simples qu'il faut respecter. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est des process qu'il faut s'entraîner à avoir. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais le premier, c'est de ne faire confiance personne. Alors quand je dis confiance en personne, il faut le voir en termes de code. C'est-à-dire ne pas faire confiance en vos utilisateurs. C'est-à-dire ne pas faire confiance dans ce qu'ils vont entrer dans les formulaires, par exemple. Ni en vos admin systèmes, qui vont bien faire leur boulot, mais qui vont peut-être pas protéger votre application suffisamment, ou en tout cas mettre par exemple des versions qui ne seront pas à jour sur leur serveur, etc. Et puis si vous appelez des web services tiers, vous pouvez aussi avoir des entrées non sollicitées par là. Donc il faut vraiment n'accorder aucune confiance, à la limite même pas en vous-même, hein, bien garder en tête que quelqu'un, quelque part, vous veut forcément du mal, ou en veut en tout cas à votre société. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on est une grosse boîte qu'on est plus exposé qu'une petite boîte. Il y a des sites qui se font pirater tous les jours. Hein. C'est pas forcément des multinationales, ça peut être des PME, ça peut être des sites d'artisans, ça peut être des boîtes mail de particuliers. Voilà, donc il faut arrêter de croire que parce qu'on est petit, parce qu'on n'a pas une grosse exposition, parce qu'on n'est pas très connu, on est sous le radar et que les cybercriminels ne vont pas essayer de choper des choses derrière. Alors il y a un truc aussi qui peut paraître bizarre. Alors les développeurs souvent sont monomaniaques parce qu'ils jurent que par PHP ou que par tel framework JavaScript, etc. Mais il faut adopter, quand vous codez, une vision pessimiste de la vie. C'est-à-dire à chaque fois que vous frappez une touche sur votre clavier, de vous dire qu'est-ce que ça a comme impact en termes de sécurité. Voilà. Toujours penser à mal, en fait, qu'est-ce que pourraient faire les gens, et jamais se dire bon bah ça c'est un peu mal codé, mais c'est pas grave, personne pensera jamais à faire ça pour contourner le truc, etc. Voilà, donc ça demande du boulot, hein, c'est un travail qui peut être un peu fastidieux, mais il faut quand même le faire, c'est très important parce que les failles ça se trouve rapidement, et c'est pas en espérant qu'il ne se passe rien que ça vous protégera. Alors en sécurité, il y a quand même quelques mythes, parce que quand on est développeur, on est détendu, on code toute la journée, on optimise son code, on corrige les bugs, etc. Par contre, dès qu'il y a un peu de doc à écrire, c'est tout de suite plus compliqué, et dès qu'il y a un peu de sécurité à fournir, les gens sont moins motivés. C'est vrai qu'en général, les devs aiment bien bosser sur les fonctionnalités plutôt que sur, on va dire, les côtés un peu plus esthétiques et puis pratiques comme la doc ou la sécu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, c'est pas un truc qu'il faut voir comme extérieur au métier de développeur. C'est quelque chose que vous devez intégrer en tant que développeur. Alors, je sais pas, tout le monde n'est pas développeur à la salle, mais si vous bossez avec des développeurs, c'est quelque chose que vos développeurs doivent intégrer dans leur façon de penser, dans leur façon de coder. Et pour ça, il y a quelques mythes à combattre. Le premier, c'est que quand on fait un code, quand on fait une application, il ne faut pas se reposer sur le firewall. Voilà, faut pas se dire bon voilà, mon application elle est trouée, enfin voilà, elle est mal codée, il y a des failles, je le sais, mais c'est pas grave parce que mon admin système il a mis un super firewall qui va bloquer tous les attaquants. Faut pas penser comme ça parce que faut pas déporter la mauvaise qualité de la sécurité du code sur des éléments réseau qui peuvent aussi avoir des failles, qui peuvent aussi être mal configurés, et puis surtout il est possible de passer à travers si la faille n'est pas détectée par le firewall ou par le système de détection d'intrusion. Même chose avec tous les outils de crypto que vous pouvez utiliser ou les frameworks qui sont très bien, hein. Il y a des frameworks qui intègrent des notions de sécurité, c'est super, mais il ne faut pas se reposer entièrement dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que les outils ou les librairies de chiffrement ou les frameworks sont magiques et vont sécuriser tout votre code juste en faisant un petit appel par-ci ou un petit appel par-là. Ce qui fait vraiment la différence sont les bonnes pratiques. Donc c'est bien de se reposer sur ces outils, c'est bien de les utiliser, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça ne vous empêchera pas de sécuriser votre code. Il y a un autre moyen aussi
de checker les vulnérabilités, c'est de faire tout ce qui est pentest et scanner de vulnérabilité. Alors ça, souvent, ça arrive après. Une fois que vous avez réalisé votre code, que c'est en pré-prod, ou voire même en prod des fois, quand c'est bâclé, on déclenche ce qui s'appelle un audit, une phase de pentest ou un scanner de vulnérabilité qui va vérifier s'il n'y a pas des failles connues, etc. Donc, puis après, vous puissiez corriger. Mais le problème, c'est que ces outils, que ce soit des outils humains avec des audits ou des outils automatisés, ça ne permet pas de voir toutes les failles. C'est-à-dire que ça détecte les failles connues qui ont déjà été trouvées, qui sont indexées, etc. Et puis ça se repose aussi sur l'expérience des experts en sécurité. Donc ça suffit pas. Voilà. C'est bien, il faut le faire tout ça, tout ce que je dis, mais ça suffit pas. Enfin, ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que vous développiez une application super critique, très importante, qui manipule des données bancaires, etc., et que vous mettiez le paquet sur la sécurité, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus négliger la sécurité sur des briques qui seraient moins importantes. Je ne sais pas, par exemple, le site vitrine, voilà, des petits modules ou des applications ou d'autres services que vous développeriez qui seraient en apparence moins critiques, mais qui pourraient servir de porte d'entrée à un attaquant pour aller ensuite plus loin sur des applications critiques en passant par derrière, quoi. Donc il faut comprendre que la sécurité n'est pas réservée qu'aux applications à risque, il faut l'appliquer, il faut appliquer les mêmes méthodes et les mêmes bonnes pratiques sur toutes vos applications, sur tous vos codes, et pas seulement sur les trucs importants et en négligeant le reste. À partir du moment où c'est en prod et accessible, il faut faire attention. Alors là, je vous ai mis quelques stats. C'est peut-être un peu petit, mais en gros, c'est les failles les plus répandues. Donc voilà, ça date de 2017. En bleu, ce que vous voyez, c'est les SQLI. Donc c'est les injections SQL qui permettent de requêter la base de données de manière libre. En rouge, c'est tout ce qui est XSS, donc c'est du cross-site scripting. Le vert, c'est le CSRF, donc le Cross-Site Request Forgery. Donc ça impacte tout ce qui est service d'authentification web. Donc ça permet de récupérer des jetons et puis de s'authentifier, etc. Et puis sur la partie jaune, c'est tout ce qui est mobile. Donc ça, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais ça peut concerner les applications mobiles, des choses comme ça, quoi. Donc des trucs qui peuvent être analysés plus en dur. Alors en termes de bonnes pratiques, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tout aborder, en plus je ne suis pas développeur à temps complet, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'avant de démarrer, il y a un super organisme qui s'appelle l'OWASP, l'Open Web Application Security Project, qui en fait publie des rapports et aussi des recommandations. Je vais en reprendre quelques-unes après pour vous montrer, mais des recommandations en termes de développement sécurisé. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'OWASP et vous potassez tous les bons conseils, vous regardez tout ça, et normalement vous aurez déjà un bon petit niveau pour développer de manière sécurisée, et c'est pas très compliqué en fait. C'est vraiment des bonnes pratiques et mettre de côté un peu sa flemme pour pouvoir sécuriser son code. Donc, la première bonne pratique, c'est de tester votre code, la sécurité de votre code, le plus tôt possible et le plus souvent. Parce que la plupart du temps, les entreprises, comme je le disais, les tests de sécu se font hors process de développement. Ça se fait après. C'est un aller-retour en fait entre les développeurs, les pentesters ou les boîtes d'audit, etc. Et alors c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Il faut que les développeurs puissent avoir la main aussi sur la sécurité et tester dès que ça démarre, hein, dès qu'il y a un premier proto, dès qu'il y a des choses qui sont testables, d'intégrer ça, au-delà des tests de bugs classiques, de fonctionnalités, d'intégrer aussi des tests de sécu. Donc si vous faites des tests qualité, par exemple sur les fonctionnalités, sur votre code, vous devez aussi faire des tests de sécurité, c'est important. Et alors vous pouvez faire ça soit manuellement,
en faisant 2-3 trucs, soit à l'aide de scénarios de test que vous auriez développés, mis en place, ou des scanners automatiques aussi, ça peut se faire comme ça. C'est très important parce que dans le cadre d'un développement continu, c'est-à-dire en méthode agile, ça va vous permettre de rester toujours sur le qui-vive et de ne pas pousser en prod un peu trop vite des choses qui auraient été mal testées ou sur lesquelles il y aurait des rollbacks un peu hasardeux. Un autre principe assez évident, mais j'ai déjà vu beaucoup d'horreur à ce sujet, c'est que chaque donnée qui arrive de l'extérieur, comme je disais, que ce soit un utilisateur qui rentre des données dans un formulaire, que ce soit des cookies qui soient récupérés, que ce soit des uploads de fichiers, que ce soit des web services, etc., potentiellement tout pourrait contenir un exploit à l'intérieur, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui permettrait de contourner une sécurité. Ou en tout cas d'accéder à des choses qui ne sont pas prévues. Typiquement, l'injection SQL, c'est ça. Si votre formulaire n'est pas bien verrouillé, en modifiant un peu ce qu'on met dans les formulaires, on peut lancer un select sur la base et puis récupérer des choses, quoi. Voire récupérer toute la base. Ça, c'est très courant, hein. Donc, ce qu'il faut pour éviter ça, c'est qu'il faut valider toutes les données qui rentrent dans votre application. C'est-à-dire que vous connaissez sans doute, si vous êtes développeur, les expressions régulières. Il faut les utiliser. C'est-à-dire que voilà, quand il y a un champ email, il faut que ce qui soit dedans soit vraiment une adresse email et pas un truc avec des caractères qui vont permettre de faire une injection SQL. Quand un web service vous envoie, je sais pas, une info, il faut aussi valider que ce web service, même si c'est quelque chose de connu, de référencé, il faut valider que ce que vous envoie comme data à ce web service, ça n'a pas été des données qui ont été infectées, enfin en tout cas corrompues par un cybercriminel qui pourrait justement attaquer ce web service pour ensuite pouvoir obtenir un résultat via votre application. Donc il y a plein de choses à valider comme ça. Par exemple, si vous mettez en place un code PIN, vérifiez que ce code PIN il a bien 4 ou 6 caractères, ou que ça soit que des chiffres, etc. Donc voilà, il faut valider ces entrées et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos propres méthodes de validation aussi si vous n'avez pas les expressions régulières. Donc c'est à vous de voir. Ça va pour l'instant? C'est pas trop technique? Un peu? Non? C'est bon? Ok. Deuxième chose, c'est l'authentification et le contrôle des accès. Alors, l'authentification, l'idée c'est simple, hein, c'est que ça consiste à valider que quelqu'un qui se connecte sur votre appli est bien celui qui le dit. Donc c'est pas un truc de fou, hein, mais ça se passe en général avec un login et un mot de passe. Mais le problème c'est qu'on est souvent limité en fait avec le login mot de passe et si ça se fait voler, on peut vite avoir un accès non autorisé. Par exemple, si vous avez une application un peu pro avec des gens qui bossent à l'extérieur de votre boîte, par exemple des commerciaux qui peuvent se connecter sur un espèce de back-office depuis l'extérieur en passant par le net, si vous leur mettez en place qu'un login mot de passe et qu'ils se le font, ils se le font piquer d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils le donnent à quelqu'un, ou peu importe, vous pouvez avoir un souci derrière en tant que société. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est de l'authentification multifacteur. Donc ça, vous l'avez sur par exemple Gmail, sur Facebook, sur tous les gros services. C'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous connaissez, qui est un mot de passe, qui est secret, que vous devez garder. Mais en plus, avec le multifacteur, vous pourrez rajouter un ou deux autres éléments. Le premier, c'est que ça peut être quelque chose que vous possédez. C'est-à-dire que ça va être un code qui sera généré toutes les 30 secondes sur votre téléphone avec des applications comme Authenticator de Google ou d'autres. Comme ça, quand vous vous connectez, vous mettez votre login, votre mot de passe et ce code en plus qui est éphémère. Voilà. Le truc comme ça, si quelqu'un vous dérobe votre mot de passe, s'il n'a pas en plus votre téléphone qui indique le code ou la petite clé, des fois il y a des clés physiques aussi avec les chiffres qui défilent, il ne pourra pas accéder en fait à votre compte même s'il a dérobé votre mot de passe. Et enfin, si vraiment vous voulez vous amuser, vous pouvez ajouter un troisième facteur qui est un contrôle biométrique, donc c'est-à-dire un mot de passe, un code et ou une empreinte digitale, enfin des choses comme ça. Mais ça se fait de manière moins courante quand même parce que c'est un peu plus contraignant pour l'utilisateur et voilà, les gens le font un peu moins. Donc c'est à vous de voir un peu les combinaisons que vous voulez mettre en place là-dessus.
Mais aussi, ce qu'il faut penser, c'est que les mots de passe, les identifiants que vous stockez en base doivent être sécurisés aussi en base. Parce que si un attaquant récupère la base de données de votre service et que vos mots de passe sont en clair dans la base de données, voilà, il va pouvoir les récupérer directement, les exploiter, etc. Donc il faut penser à hacher et saler les mots de passe. Donc ça, la plupart des frameworks qui ont des notions de base de sécurité le proposent. Sinon, il faut le développer directement. Voilà. Et un autre truc en termes de contrôle d'accès qui est important de faire, c'est de fonctionner sur un système qui se fait par étapes. C'est-à-dire que quand vous codez, il ne faut pas enlever des accès, mais il faut en donner. C'est-à-dire que je vais essayer d'être plus clair, hein, je suis désolé, je suis un peu fatigué, mais en gros, vous attribuez des rôles à vos utilisateurs. Vos utilisateurs, donc le rôle le plus bas, par exemple, ça va être le visiteur du site. Il n'a aucun droit, il ne peut pas se connecter, etc. Donc ça, c'est le rôle de base, on va dire, c'est ça, voilà. La personne anonyme, etc. Et c'est après seulement, dans ce que vous codez en termes de rôle, que vous allez ajouter des permissions. Voilà, il faut ajouter des permissions. Il ne faut pas en enlever. Parce que si vous commencez en créant un utilisateur super admin et qu'ensuite vous interdisez un rôle de super admin d'accéder à telle partie, telle partie, telle partie, en fait, il y a toujours moyen de contourner un moment et de revenir super admin. Alors quelqu'un qui n'a pas de permission du tout, mais qu'après on lui attribue au fur et à mesure des nouvelles permissions en fonction justement de son niveau d'authentification, etc., il y aura moins de risques en fait. Donc il faut tout refuser tout refuser au niveau des rôles par défaut et après débrider les privilèges au fur et à mesure. Voilà, ça se fait dans ce sens-là pour justement éviter qu'il y ait une fonction qui vous échappe, un truc qui soit mal codé, qui vous échappe et qui soit utilisable par... parce que ça peut être des oublis, quoi. C'est-à-dire que si vous oubliez rien, ça peut très bien marcher, mais si vous mettez en place des fonctions pour les admins, etc., et qu'après, ces fonctions-là restent accessibles pour un utilisateur lambda et que la vérification du rôle n'est pas en place, potentiellement l'utilisateur lambda pourrait utiliser cette fonction d'une manière ou d'une autre, hein, pas directement, mais de manière détournée et y avoir accès. Je crois que c'est la partie la plus... Un autre truc important aussi, c'est de protéger vos données. Alors les données, c'est l'or noir de maintenant. Je veux dire, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la revente de données, dans l'exploitation de données. Et il faut protéger les données de vos clients et vos données, donc c'est important, pour deux raisons. D'abord parce que ça empêche les cybercriminels d'y avoir accès, ou en tout cas d'y avoir accès trop facilement. Mais aussi ça vous protège en termes au niveau de la loi avec les CNIL européennes, parce qu'avec le RGPD maintenant, si vous vous faites voler des données et que en plus vous les avez mal sécurisées, on peut vous taper sur les doigts très très fort et en plus vous avez l'obligation de communiquer auprès de vos clients, donc ça la fout mal. Donc pour protéger ces données, il faut pouvoir... il y a du chiffrement qui peut se mettre en place, donc ça peut être soit du chiffrement en base de données, comme j'expliquais tout à l'heure, mais aussi du chiffrement en termes de connexion, donc chiffrement TLS, tout ce qui est HTTPS, avec du chiffrement au niveau des données qui transitent, donc voilà. Et puis du chiffrement sur les données stockées, que ce soit sur le disque dur, comme je disais sur la base de données, pour éviter que si quelqu'un par exemple accède au serveur en direct, il puisse déchiffrer par exemple les fichiers uploadés. Si vous avez un service avec des photos, des choses comme ça, ou des données personnelles, des documents, c'est toujours mieux si ces documents sont sécurisés sur le serveur, sont chiffrés, ou en tout cas que la machine en elle-même ait un disque dur chiffré, parce que si votre serveur ou votre machine se fait dérober, ça peut arriver aussi. Après dans les data centers, souvent c'est bien sécurisé, mais bon, si vous êtes dans une entreprise et qui a sa propre salle serveur, il peut arriver qu'il y ait un cambriolage et que vous fassiez voler des choses. Et si la machine n'est pas chiffrée, on a accès librement aux données sur le disque. Donc c'est aussi à vous, donc je dis vous, mais c'est les développeurs et les admins système, d'être vigilants en ne laissant pas de données sensibles. Alors je parle vraiment de données sensibles, hein, c'est des choses qui ne sont pas spécialement critiques, c'est pas très grave, mais tout ce qui est information bancaire, données personnelles, mots de passe, etc. Et puis documents personnels, ça doit être chiffré. Je peux prendre un exemple simple, par exemple Dropbox, je ne sais pas si vous utilisez Dropbox ou Google Drive.
Si demain ces données ne sont pas chiffrées et quelqu'un arrive, alors je pense que c'est chiffré, j'espère, j'en sais rien, je ne travaille pas chez Dropbox, mais si quelqu'un arrive à compromettre un serveur de stockage de Dropbox, il pourrait potentiellement récupérer des datas de manière libre. Voilà. Il y a aussi un aspect dont je n'ai pas parlé qui est important, c'est au niveau des logs. Donc, faire attention aussi dans vos logs à ce que ne transitent pas des données non chiffrées. Parce que parfois, dans les logs, peut passer des mots de passe ou des clés temporaires, des choses comme ça, ou des informations personnelles. Et on n'y pense pas souvent, mais même si vous chiffrez votre base de données, vous chiffrez plein de trucs, mais qu'il y a une sortie qui s'opère dans les logs, ça peut la foutre un peu mal, quoi, si vos logs sont dérobés. Je continue sur les logs. Ça, c'est intéressant parce que en fait, c'est le journal des événements de votre application qui va vous permettre de détecter s'il y a eu des abus. Alors déjà, ça vous permet de détecter les bugs classiques, on va dire, mais aussi de faire de l'analyse business de manière traditionnelle. Et s'il y a des utilisateurs qui soit tentent des choses, soit tombent par hasard sur des choses auxquelles ils ne devraient pas avoir accès, vous pouvez avoir tout ce journal en fait qui va vous permettre à la fois d'anticiper, de faire de l'analyse et d'anticiper les risques, mais aussi de remonter sur une attaque qui a eu lieu après coup. C'est-à-dire que vous êtes fait pirater une appli ou en tout cas il y a des tentatives. Bon, vous pouvez vous plonger dans les logs. Donc il faut vraiment tout loguer. C'est super important, même si je sais que ça peut prendre beaucoup de place sur les disques durs. Il faut penser à loguer pour pouvoir après retracer, remonter l'historique. Sur les frameworks, donc comme je disais tout à l'heure, la plupart des bibliothèques de frameworks récents implémentent déjà des fonctionnalités de sécurisation. Donc c'est bien, il faut lire la doc, il faut bien les utiliser, mais surtout il faut les mettre à jour. Vous ne pouvez pas vous reposer sur des frameworks qui datent de 2-3 ans avec des vulnérabilités qui ont été détectées depuis longtemps, parce que là du coup vous exposez. Donc il vaut mieux essayer de se mettre à jour le plus possible au niveau des frameworks et puis bien savoir les utiliser de manière correcte pour bien implémenter les méthodes. Sur la gestion des erreurs, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu fastidieux aussi, mais un système de gestion d'erreurs efficace, c'est indispensable parce qu'en fait ça va vous permettre en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre appli fait une erreur, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un message qui s'affiche. Voilà. Par exemple, le plus courant, ce qu'on voit, c'est un message d'erreur au niveau du login, mauvais identifiant, ou alors ça affiche mauvais mot de passe. Mais ça peut donner des indices à l'attaquant, qui va savoir si ce qu'il a rentré, c'est un mauvais mot de passe ou un mauvais identifiant. Donc potentiellement, si ça met mauvais identifiant, mauvais mot de passe, il sait qu'il s'est juste trompé sur le mot de passe, mais que l'identifiant existe. Donc il n'a plus qu'à essayer d'autres mots de passe. Mais voilà, ou alors parfois il y a des messages d'erreur aussi, quand il y a des crashs, des choses comme ça, qui vont révéler le chemin complet de votre application sur le serveur. Donc /user, etc. Ou /var www avec les chemins d'accès, ce qui peut aussi donner des indices à l'attaquant. Donc quand vous avez un système de gestion d'erreurs, ça va vous permettre en fait déjà vous d'en apprendre beaucoup sur ce que font les utilisateurs, ce qui se passe dans votre appli, d'anticiper pas mal les risques et de corriger les bugs aussi, mais aussi de pouvoir capturer ces erreurs pour après les remettre dans un système de log, etc. Et en même temps de ne pas afficher en clair les messages d'erreur sur le site, mais juste peut-être mettre certains codes ou alors même plus les afficher du tout, mais après vous les consultez derrière au niveau du back-office. Alors ça c'était les recommandations de l'OWASP, hein, c'était les bonnes pratiques, vous les retrouverez sur le site de l'OWASP. Et moi j'ai rajouté quelques slides qui sont, on va dire, moins orientés dev, mais qui sont aussi importantes par rapport à la vie dans une société, à ce que font les collaborateurs. Alors là, il y a une longue liste, hein. Je ne vais peut-être pas tout vous raconter, mais en gros, c'est du classique, hein. C'est ne pas ouvrir les pièges joints des mails, pas mettre de clés USB douteuses dans les ordis, choisir des bons mots de passe, faire les mises à jour, faire les sauvegardes, essayer d'éviter les attaques de phishing, pas utiliser de compte admin, notamment sur les machines Windows et puis même les serveurs, faut éviter. Activer la double authentification quand elle est disponible, respecter les consignes du DSI, du RSSI, de l'entreprise, etc. Si vous manipulez des données de vos sociétés, évitez de les mettre sur Gmail ou de les embarquer avec vous sur une clé USB ou de les balancer
dans vos DM Twitter ou je sais pas, en vous disant que ça sera safe, parce que ces données, après, elles peuvent sortir à un moment ou à un autre. Ça peut arriver. Laissez pas non plus traîner votre portable dans le train. Moi, je vois souvent des gens qui verrouillent même pas l'ordinateur, qui partent pisser ou faire je sais pas quoi. Et l'ordi, il est accessible. Il y a le PowerPoint dessus, il y a tout. J'ai juste à faire ça et puis voilà. Il y a des ordis qui se font voler aussi. Même si vous avez l'ordi avec le sac à dos au-dessus de la tête, dans le train, il y a des gens qui trouvent un sac similaire, qui le remplace ni vu ni connu. Votre sac est toujours là, mais en fait, c'est pas le vôtre. Et puis le voleur est déjà loin depuis longtemps. Il y a des clés aussi qui détruisent les ordinateurs. Voilà, vous l'insérez, le condensateur va se charger avec l'électricité de l'ordinateur, avec la batterie de l'ordinateur, et puis il va recracher en mode surpuissant tout ce qu'il aura stocké dans l'ordinateur, de manière, enfin c'est très rapide et très douloureux, jusqu'à ce que l'ordinateur grille complètement. Donc il peut y avoir des malveillances un peu comme ça aussi qui peuvent être opérées. Il y a aussi des clés USB qui récupèrent les données dans certains répertoires, etc. Donc typiquement, voilà, quelqu'un qui laisse son ordi allumé et pas verrouillé, ou même verrouillé, hein, ça ne change pas grand-chose. Avec une clé USB, par exemple, je pourrais récupérer ces identifiants de session Windows, ce genre de choses, après les déchiffrer chez moi, et puis après accéder, pourquoi pas, à son contrôleur de domaine ou à son domaine d'entreprise. Si vous bossez aussi beaucoup dans le train, vous pouvez acheter des filtres. Là, j'en ai un sur mon ordi, si vous voulez voir. C'est un filtre en fait qui permet de... Ça obscurcit un peu, mais ça permet d'éviter qu'on regarde par-dessus votre épaule sur les côtés. Voilà, et ça peut éviter qu'il y ait des concurrents qui, par hasard, s'informent de choses que vous seriez en train de faire et qui seraient plutôt confidentielles. Puis après, si vous faites draguer sur Facebook ou ailleurs et que c'est pas normal, ça peut être bizarre aussi. Voilà. Et tout ce qui est arnaque au président aussi au téléphone, enfin je vous passe les détails. Les admin 6. Qui est admin 6 ici? Personne? Si. Ouais, alors les admin 6 souvent sont des ours barbus. Hein, voilà, on a la confirmation. Qui n'aiment pas trop qu'on les fasse chier parce qu'ils aiment bien. Ils font tourner leur petit serveur, puis après ils mettent plein de fenêtres, on comprend pas tout, et puis ils font genre ils bossent. Non, je rigole. Mais il faut travailler en tant que développeur, il faut travailler en synergie avec les administrateurs système. C'est-à-dire que il faut bien s'entendre avec eux. Ils sont là pour veiller au bon fonctionnement. Ils sont là pour veiller au bon fonctionnement du serveur, de la sécurité, etc. De vos livrables. Et il faut que vous voyiez avec eux pour mettre en place tout ce qu'il faut, que ce soit du HTTPS, de la double authentification, etc. Donc, il faut bosser main dans la main avec les admin 6 parce qu'ils sont aussi là pour vous aider à faire monter le niveau de sécu de votre application. Voilà. Donc, et puis ils sont sympas. Il y a un autre truc aussi qui est important. Tout le monde est en conformité avec le RGPD. J'imagine que oui. Ah, c'est bien. Voilà, le RGPD, c'est le règlement européen qui protège les données personnelles des gens. Donc évidemment, il y a tout un tas de bonnes pratiques aussi à avoir, hein, comme avoir le consentement des gens pour stocker les données, faire preuve de transparence, expliquer comment les données sont stockées et ce que vous en faites, respecter le droit des personnes de pouvoir supprimer ces données, les modifier, y accéder, etc. Indiquer les durées de conservation, il faut que ça soit raisonnable. Pouvoir aussi bien choisir ses sous-traitants, parce que s'il y a des datas, on l'a vu avec Facebook et Cambridge Analytica en début d'année, si certains de vos sous-traitants ou de vos partenaires récupèrent des données de vos clients, bien surveiller ce qu'ils en font et ce qu'ils peuvent en faire et voire leur interdire l'accès à ces données. Parce qu'eux aussi pourraient avoir une fuite et du coup ça vous impacterait directement. Sachant que le RGPD, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou max 20 millions d'euros d'amende. Donc déjà, vous pouvez faire une petite enveloppe de 20 millions d'euros, comme ça vous êtes tranquille. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'ensuite vous êtes obligé de communiquer auprès de vos clients pour leur dire j'ai une fuite, je suis désolé, vos données sont parties, on s'est fait pirater. Et là, c'est votre image de marque et puis c'est un impact, on va dire, en termes de communication. Et puis il va falloir ramer après derrière pour gagner la confiance des clients. Un autre truc important, ceux qui ont vu ma conférence hier vont savoir de quoi je parle, c'est tout ce qui est remontée coordonnées de vulnérabilité, on peut dire aussi divulgation. En anglais, c'est Coordinated Vulnerability Disclosure. L'idée, en fait, c'est de mettre en place, c'est de tendre la main à la communauté des hackers, des gentils hackers, des hackers bienveillants qui vont, en fait,
trouvez des failles sur votre application et vous les remontez. Alors, l'intérêt pour ça, c'est que c'est un travail qui se fait main dans la main avec vous en tant que société pour justement qualifier la vulnérabilité, avoir les détails pour la corriger, etc. Et puis ensuite, si par exemple votre produit, la faille de sécurité peut impacter des clients, par exemple si vous développez une solution qui est déployée chez de nombreux clients, ça vous permet de mettre en place un plan d'assainissement avec un patch, etc. Et puis ensuite de faire patcher vos clients les plus importants, ou en tout cas ceux que vous avez référencés, et ensuite de communiquer publiquement en distribuant les patchs pour que les autres, par exemple si vous faites de l'open source, d'autres personnes qui auraient installé votre produit et qui ne seraient pas identifiées chez vous puissent aussi patcher rapidement. L'intérêt, c'est de réduire les délais entre la divulgation d'une vulnérabilité et puis le patch en fait, et la correction. Donc c'est une nouvelle méthode, un nouveau moyen de faire. Et donc pour tendre la main à ces experts en sécu, il y a deux méthodes. La première, c'est de créer un fichier security.txt. Donc ça, c'est un fichier texte qui se place dans un répertoire qui s'appelle .well-known et le fichier s'appelle security.txt dans lequel on met des infos, c'est un fichier texte, hein, on met des informations qui vont indiquer comment on remonte une faille de sécurité. Donc si quelqu'un trouve une faille de sécurité, il ne sait pas quoi en faire. Alors les experts, les chercheurs de failles connaissent l'existence de ce fichier, hein, ils ont l'habitude, ils vont voir. Et là, ils vont trouver le point de contact. Ça évite de balancer la faille sur Twitter ou sur un blog ou à l'envoyer sur la boîte mail générale de toute l'entreprise, la boîte mail de contact public. Donc un contact plutôt responsable sécu par exemple, avec une clé de chiffrement que vous pouvez mettre aussi, clé PGP, comme ça permet de chiffrer la faille et éviter qu'elle se balade en clair dans les emails. Tout ce qui est signature, policy, c'est-à-dire règlement à respecter pour remonter une vulnérabilité ou en tout cas sur ce qui est possible de chercher. S'il y a un programme de bug bounty, pouvoir l'indiquer. Et puis éventuellement, si vous recrutez, vous pouvez aussi mettre un lien vers une annonce, etc. Donc c'est un truc qui prend pas beaucoup de temps à faire, mais qui est bien parce que ça montre à la communauté des chercheurs en sécurité que vous n'avez pas peur de vos failles, que vous acceptez qu'on vous les remonte, vous n'allez pas vous énerver, porter plainte ou quoi que ce soit, et que vous avez voilà, un canal de communication entre vous et d'éventuelles personnes qui trouveraient des vulnérabilités. Voilà, donc ça c'est super important et pour en faire un très facilement, il suffit d'aller sur securitytxt.org, il y a quelques champs à remplir, ça vous génère le fichier, vous le mettez à la racine de votre site ou dans le répertoire .well-known. Voilà, les deux nomenclatures sont possibles et puis après vous verrez. La deuxième méthode, c'est le bug bounty. Alors ça, je vais essayer de ne pas faire trop long dessus parce que j'en ai parlé longuement hier. Le bug bounty, l'idée, c'est de récompenser les chercheurs qui trouvent des vulnérabilités sur votre application. Donc, par exemple, alors je vais faire un peu d'historique, mais ça a été inventé par Netscape en 1995. Netscape développait Netscape Navigator Beta 2.0. Et ils se tiraient la bourre avec Internet Explorer. Donc il y avait des failles sur Netscape. Et évidemment, ils ont compris très tôt, parce qu'ils sont dans un process d'open source, etc., qu'il fallait intégrer la communauté aussi des experts en sécu et pouvoir récompenser ces experts pour toutes les failles découvertes. Voilà. Alors pas des bugs, on va dire, traditionnels, fonctionnels, mais plutôt vraiment des failles de sécurité, afin de les corriger, etc. Le bug bounty peut se faire en public ou en privé. Ça peut être quelque chose qui est confidentiel, dans lequel seule une poignée de chercheurs sont invités, ou alors public, c'est-à-dire connu de tous. Et ça a pas mal de bénéfices, c'est-à-dire que ça permet d'apporter un cadre légal. Ça évite la remontée de vulnérabilité sauvage. Quand quelqu'un vous remonte une faille, il peut le faire un peu n'importe comment. C'est-à-dire que, voilà, comme je dis, il peut le balancer sur Twitter, ou il peut faire un article même sur son blog en disant regardez comment j'ai piraté ou comment j'ai réussi à voler la base de données de tel site, c'est super facile, ils ont bâclé leur développement, etc. Mais ça vous permet surtout d'avoir connaissance de vos failles et d'intégrer un niveau de sécurité dans vos process agiles. C'est-à-dire que traditionnellement, ce qu'on fait, comme je disais, c'est un audit qui intervient un instant T après le... Enfin, j'accélère. Qui intervient un instant T après la mise en prod, ou en tout cas après une release importante. Mais le problème, c'est que si vous développez en mode agile, vous ajoutez sans cesse de nouvelles fonctionnalités, vous modifiez le code, donc vous introduisez mécaniquement des nouvelles failles de sécurité. Donc le bug bounty, c'est quelque chose qui se laisse sur le long cours, qui est en continu. Et ainsi, votre code est testé par la communauté des chercheurs
en permanence. Donc ça, c'est super important. Vous avez aussi une grosse diversité des approches, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de pays différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des niveaux de techniques différents, qui ont meilleure connaissance du métier. Par exemple, je ne sais pas si vous travaillez dans l'aérien ou si vous travaillez dans le secteur bancaire, etc. Quelqu'un qui a aussi travaillé dans le secteur bancaire aura peut-être une meilleure sensibilité et trouvera peut-être des vulnérabilités qui n'auront pas été trouvées par des experts en sécu classiques. Ça vous permet de maîtriser aussi votre budget parce que c'est vous qui fixez le montant des récompenses. Donc ça, en gros, sur une enveloppe équivalente à un audit, bah, vous pouvez avoir un bon paquet de mois de bug bounty, donc c'est quand même assez intéressant. Vous fixez le montant des récompenses. S'il n'y a plus d'argent sur le portefeuille électronique pour récompenser les chercheurs en sécurité, vous pouvez en remettre ou pas en fonction d'eux. Et puis bah, ça vous permet, comme je disais, de tendre la main vers cette communauté et donc de communiquer si c'est en public. Bon, là c'est la partie où je parle un peu de ma plateforme qui s'appelle YesWeHack et donc le service Bounty Factory. Comme je disais, on a créé ça en 2015, cette activité-là a démarré en 2015 et on est donc une plateforme qui permet aux entreprises de faire du bug bounty. Il y a des plateformes qui existent concurrentes qui sont aux États-Unis, qui sont très connues. Nous, on est la première plateforme européenne en termes de communauté, en termes d'ancienneté, en termes d'expertise. Et on a vraiment mis ça au niveau européen pour justement respecter les lois européennes, répondre aux contraintes de l'Europe et puis, on va dire, sortir en termes de sortir des lieux historiques là où se stockent les vulnérabilités pour le moment. C'est-à-dire que la plupart des sociétés européennes font pas de bug bounty de manière naturelle parce qu'elles ne veulent pas stocker leurs failles de sécurité à l'étranger. Et donc le fait d'apporter une plateforme européenne, ça rassure beaucoup et donc ça commence à se démocratiser un peu en Europe. Donc ça, vous pouvez faire du bug bounty directement, hein, c'est-à-dire créer une page sur votre site et puis écrire les règles du jeu et puis lancer votre bug bounty. Vous pouvez passer par une plateforme comme celle-ci, ce qui permet justement d'avoir déjà accès à une communauté qui est importante. Nous, il y a 5000 experts en sécurité référencés dans la communauté et puis aussi d'avoir une expertise derrière et puis un suivi, un contrôle pour pas faire n'importe quoi parce qu'il y a pas mal de règles à mettre en place pour éviter que justement des gens qui seraient moins familiers avec le bug bounty sortent des sentiers battus. Par exemple, sur le périmètre, vous pouvez indiquer que vous voulez tester que votre site web et pas votre application mobile ou que vos web services et puis pas votre site web, etc. Si vous faites de l'IoT, c'est possible aussi. Ça peut se faire sur des applications, sur de l'open source. Bon, ça je vais le passer, mais en gros, ça c'est les programmes publics. J'ai pas rajouté Blablacar, mais voilà. Ça c'est les programmes publics, vous pouvez aller voir aussi sur le site. Donc ceux-là ils sont connus de tous, c'est-à-dire si vous trouvez une faille chez OVH, si vous trouvez une faille chez Quant, si vous trouvez une faille chez Orange, bah, vous venez sur YesWeHack et vous avez tout ce qu'il faut pour la remonter et vous serez récompensé. Vous aurez de l'argent, vous allez avoir des points pour monter dans le classement. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ça permet à Orange, à OVH, à CCM, à voilà, tous ces acteurs-là d'être proactifs par rapport à leur sécurité. C'est-à-dire de ne pas attendre en fermant les yeux très fort et en serrant les poings, qu'il n'y ait pas un drame jusqu'au prochain audit au moment où sera détecté d'autres failles. Voilà, ils prennent les devants et ils assument le fait d'avoir des vulnérabilités. Même après des audits très costauds, même après des pentests très costauds, notre communauté trouve toujours des failles. Donc il y en a toujours. Au-delà de ça, si vous trouvez des failles et qu'il n'y a pas de security.txt, qu'il n'y a pas de programme de bug bounty, comment vous faites pour la remonter ? Alors souvent ce que font les gens c'est qu'ils ne la remontent pas du tout parce qu'ils ont peur qu'on porte plainte contre eux ou parce qu'ils ne savent pas comment la remonter, il n'y a pas de point de contact, il n'y a rien. Et donc pour ça on a la chance en France d'être l'un des 2 pays avec les Pays-Bas en Europe à avoir une loi qui protège les lanceurs d'alerte, qui remontent des vulnérabilités, qui remontent des failles de sécurité. Donc vous pouvez l'envoyer à l'ANSSI, soit par mail, soit par courrier, hein, si ça vous amuse. Et l'ANSSI, si votre bonne foi est prouvée, que vous l'avez remonté rapidement, etc., elle vous protège, entre guillemets, vous êtes protégé. Mais bon, après, la communauté des hackers, de par son historique, est naturellement méfiante.
fait pas trop confiance dans les autorités et tout ce qui est institutions plutôt étatiques ou administration. Et donc les remontées de failles se font pas forcément toujours de manière très fluide. Et c'est pour ça qu'avec mes associés, on a créé zerodisclo.com, qui est donc un site non-profit. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de récompense, nous on gagne rien, etc. C'est vraiment pour la communauté. C'est un outil avec un formulaire, c'est très basique, hein, sur lequel vous pouvez renseigner les détails d'une vulnérabilité. J'arrive plus à parler, je suis trop fatigué. Une vulnérabilité, pardon. Celle-ci est chiffrée avec la clé PGP d'un CERT que vous aurez choisi, donc c'est-à-dire d'un organisme qui sera habilité à traiter ça. C'est des organismes qui sont reconnus par les gouvernements, etc. Par exemple, en France, l'ANSSI gère le CERT-FR, donc vous pouvez choisir le CERT-FR. Toute cette data qui est pour l'instant locale chez vous est chiffrée avec la clé PGP du CERT et envoyée directement au CERT. Voilà, il n'y a pas de données qui transitent, il n'y a pas de stockage de failles dans les bases de données, quoi que ce soit. Ça part de votre navigateur directement au CERT. Donc c'est quelque chose d'assez simple. L'avantage, c'est que vous pouvez vous connecter en anonyme dessus en passant par Tor. Et donc, vous protéger et en même temps faire votre devoir de citoyen en remontant les vulnérabilités. Voilà. Donc pour nous, chez YesWeHack, c'est un moyen de soutenir aussi tout ce qui est politique de remontée coordonnée de vulnérabilité. Et voilà, c'est encore une autre méthode pour remonter des failles. Et j'en aurai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions? Personne? Si je devais pas être clair. Ah. Bonjour, Bonjour. Emmanuel Chaugnon, je suis consultant, je fais du développement. Je suis en charge des web services pour un grand compte. Et on se posait la question, enfin on avait un débat avec des collègues sur la durée de vie des tokens. Parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il y avait, je trouvais que c'était trop élevé. Et je voulais mettre plus petit, mais on me dit après, il y a des problèmes de perf. Enfin, qu'est-ce que vous recommandez? Plus c'est court et mieux c'est, hein, forcément. Mais bon, après, il y a toujours... En fait, le problème avec la sécu, mais ça, c'est une balance à avoir entre le confort, le côté pratique, et puis la sécurité, tout simplement. C'est vrai que plus c'est court, mieux c'est. Mais si c'est pour que ça énerve tout le monde, et voilà, par exemple, si pour me loguer sur mon Gmail, il fallait que je mette 3 empreintes digitales plus mon doigt de pied, que je tape 10 codes, et je m'y connecterai plus, quoi. Enfin voilà. Donc après, voilà, si c'est agaçant, si effectivement c'est trop court pour que les gens se désintéressent de l'application, ou en tout cas que ça pose problème. Effectivement, il faut pouvoir faire des compromis, mais il y a déjà des tokens. Après, il faut que ça reste raisonnable. Donc, je n'ai pas de recommandations en termes de durée, mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver le plus court possible dans la limite du raisonnable. Et, voilà. Quitte à peut-être demander à l'utilisateur s'il est toujours là, etc., pour régénérer un token directement. Voilà, c'est pas les il est logué. utilisateurs, c'est les applications. Mais, ouais, ou les applis, essayer de leur envoyer un petit truc pour que... Elles disent qu'elles sont toujours actives ou qu'elles ont toujours besoin de requêter pour régénérer un token à la volée. Comme ça, le token change, mais de manière un peu plus souple. Il y a peut-être des petites choses à faire comme ça. Je sais pas. Merci. Bonjour, donc pour rester dans la question du confort d'utilisation versus la sécurité, alors j'espère que je connais déjà ta réponse, mais qu'est-ce que tu penses des services d'authentification externe type Facebook ou Twitter pour s'authentifier à une application ou un site qui n'a rien à voir avec Facebook ou Twitter? C'est toujours pareil, hein, c'est pas... Enfin, il y a un côté, comme je disais, pratique. C'est bien, les gens ont utilisé, etc. C'est censé être sécurisé parce qu'effectivement les bonnes pratiques chez Twitter ou Facebook sont parfaitement intégrées. En plus, on peut profiter de la double authentification de Twitter ou de Facebook. Donc, j'ai pas, enfin, je dirais pas qu'il faut pas le faire, etc. Pour moi, ça me dérange pas, mais après, il faut quand même que l'utilisateur, il est suffisamment bien sécurisé
son service Twitter ou Facebook. Mais chez Twitter et chez Facebook, souvent c'est bien sécurisé. C'est-à-dire qu'ils nous encouragent à mettre, je sais pas, le numéro de téléphone pour valider, la double authentification. Dès qu'il y a une connexion qui vient d'un endroit étrange ou non autorisé, on reçoit des mails. Donc il y a quand même tout un tas de process chez ces acteurs-là qui me ferait dire qu'en fait ça va, quoi. C'est pas c'est bien, quoi. Mais après, si on utilise une double authentification qui est développée par un acteur, un petit acteur qui n'a pas mis en place les bonnes sécurités ou pas ce qu'il faut, là c'est dangereux, oui. Mais sur des gros acteurs comme Twitter, Facebook, etc., bon, à part peut-être des problèmes plus en termes de NSA, étatique, tout ça, là, globalement pour l'utilisateur c'est pas mal. Voilà. Pas d'autres questions? Ah. Bonjour. Bonjour. Alors Kevin Ruby de chez Sésame. J'étais avant dans d'autres sociétés ou même en tant qu'expérience personnelle. En tant que développeur, souvent on a du mal à justifier le temps qu'on passe pour la sécurité. Souvent les patrons ont tendance à dire oui, bah ça on verra plus tard, ça coûte trop d'argent le temps de le prendre. Comment nous, en tant que développeurs, on peut justifier ce temps et que c'est important. Et aussi, il y a le fait de certaines applications pro, il y a le login et c'est la partie où on va le plus sécuriser. Et après, toute la partie utilisateur, même si c'est des professionnels, ils lésignent le côté sécurité. Donc comment on peut justifier et éviter ces choses-là en fait? Alors ça c'est toujours pareil, c'est que les gens n'ont pas conscience que le risque est là tant qu'ils n'ont pas eu de problème. C'est-à-dire que quelqu'un là demain qui va se faire pirater entièrement toute sa boîte, va mettre après le budget nécessaire sur la sécurité. Mais voilà, c'est comme une assurance, ça sert à rien tant qu'on n'en a pas besoin. Mais voilà, donc pour quelqu'un qui veut pas mettre un peu de budget sur la sécu, ou en tout cas que ses développeurs passent pas de temps, il n'y a pas 36 000 solutions, soit il faut me l'envoyer pour que je lui fasse peur, soit il faut le sensibiliser, quoi. C'est pareil que les utilisateurs qui mettent n'importe quoi dans leurs ordinateurs. Bon bah voilà, c'est peut-être un chef de service qui n'a pas conscience en fait des risques, qui n'a pas conscience de tout ça, donc sans tomber non plus dans la parano, dans la peur, on va dire. Il faut quand même l'informer, donc pourquoi pas lui relayer régulièrement des articles de presse, des choses sur des stats avec des failles SQL, des rapports. Les boîtes de sécu font souvent des rapports avec les failles les plus courantes, etc. Tous les ans, il y a des super rapports qui sortent, ça peut être des bonnes lectures. Voilà, et puis lui expliquer un peu les risques et peut-être le faire venir à des confs où ça parle un peu de ça. Mais à part sensibiliser, informer, éduquer, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Voilà. Enfin, la meilleure solution, c'est qu'il y ait une intrusion et que les gens prennent conscience, mais c'est toujours un peu trop tard, quoi. Il y a encore une question. Alors, c'est pas vraiment une question, mais je suis en train de suivre actuellement, je sais qu'il y a l'ANSSI qui a mis en route le SecNum Academy. Donc c'est un MOOC accessible pour tout le monde. Et quelles que soient les personnes, que vous soyez développeur ou même chef d'entreprise, c'est plutôt intéressant de le suivre parce que c'est gratuit. Et en tant que développeur, on apprend des termes techniques pour discuter justement avec les personnes. Et en tant que personne lambda, c'est important pour avoir une vision et un peu plus d'informations sur la sécurité. Donc ce serait bien ça c'est bien, ça fait partie de la formation. Enfin, c'est de l'auto-formation que les développeurs font, mais souvent les devs font de l'auto-formation sur, je sais pas, des nouveaux frameworks, des nouvelles choses qui sortent en termes technologiques. Comme ça, ils restent à la page et comme ça, ils peuvent évoluer dans leur travail. Mais l'aspect sécurité est souvent négligé, donc c'est bien qu'il y ait des MOOC comme ça, qu'il y ait des choses comme ça pour justement... parce que la sécurité, c'est un marché qui est en explosion, il y a de plus en plus. Et les développeurs, il y en a beaucoup sur le marché du travail. Et c'est vrai que ceux qui se spécialiseront un peu plus dans la sécu auront peut-être plus de facilité à se faire recruter à terme dans d'autres boîtes, etc. Parce que c'est quand même un facteur qui est différenciant. Il n'y a pas énormément en fait, de développeurs qui ont de bonnes notions de sécurité, etc. Ils ont des très bonnes notions en développement, tout ce qu'il faut en optimisation, etc.
mais en termes de sécu, c'est toujours un peu léger, quoi. Et c'est vrai que même nous, quand on recrute, on cherche des développeurs qui ont un bon niveau de sécu, et souvent on n'en trouve pas, donc on les forme nous-mêmes, mais c'est un peu galère, quoi. Donc un dev qui est bon en sécu, il aura plus de portes ouvertes qu'un dev qui s'y est jamais intéressé. Donc c'est bien les MOOC. Bon, bah, apparemment c'est bon. Merci à tous. Puis je suis encore là 5 minutes.